Alexis Trocaz et Paul Gage. Alors qui est qui? Je suis Alexis. Alexis, enchanté. Moi, c'est Paul. Voilà, parfait. Je le disais juste avant, on va prendre la direction de Marseille, mais on va le raconter parce qu'évidemment, il y a une histoire flamboyante de Corail. C'est le thème de cette séquence ensemble ici. Parfait, vous avez même amené un objet avec vous, une basket, on va découvrir pourquoi. Vous connaissez depuis longtemps tous les deux, depuis 10 ans, dans vos parcours. Vous avez été en école ensemble, vous avez travaillé dans une grande entreprise ensemble. Comment avez-vous décidé de monter ce projet Corail? Alors avec Alexis, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, on s'est connus en école. C'est vrai que pendant nos années d'études sur les bancs, on s'était toujours dit qu'un jour on monterait notre entreprise ensemble et a fortiori une entreprise avec un impact social ou écologique positif. Donc ça c'était ce qu'on s'était dit. Entre-temps, 4 ans après, on s'est retrouvés chez L'Oréal, donc chercher l'erreur a priori. En fait, on avait discuté avec des anciens qui nous avaient dit que c'était une bonne façon de pouvoir après, dans un futur proche, monter son entreprise, notre entreprise. Et voilà, on a fait nos années chez L'Oréal. Au bout d'un moment, on a considéré qu'on avait fait le tour et surtout, on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer notre entreprise. Donc, on a tous les deux démissionné et on s'est dit, OK, ça y est, on va se lancer sur un projet business, mais surtout un projet business à impact positif écologique. C'était quelque chose qui était très important pour nous. Et en fait, le déclic, il est venu lors d'un week-end à Marseille. Alors, c'est vrai que ça fait histoire hyper storytelling, marketing, etc. Mais c'est la vérité en l'occurrence. Vous étiez en week-end à Marseille. Voilà, on était en week-end à Marseille, il y a des preuves pour ceux qui veulent. Et on s'est baigné, ce qui est plutôt courant à Marseille, il faisait beau, etc. Mais ce qui gâchait justement ce beau temps et ce bel environnement, c'était les déchets plastiques qu'on avait retrouvés non seulement sur la plage, mais aussi en pleine mer. Et on s'est dit, OK, ça y est, on a trouvé le problème écologique auquel on a envie de s'attaquer. Donc c'était la pollution plastique, clairement, et a fortiori celle qui est présente dans les mers, dans les fleuves et dans les océans. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et tout de suite, les baskets, c'est venu assez vite dans notre réflexion parce que c'est quelque chose que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens portent, donc qui permet d'avoir un impact assez important et assez immédiat. Entre le week-end à Marseille et l'objet terminé, il y a effectivement beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup d'étapes. Et comment finalement est né ce projet concrètement? Enfin, quelle était la première mission pour vous? C'était peut-être d'aller à Marseille, d'aller voir et de dire comment ce plastique on le récupère. Ouais, c'était exactement ça. C'est-à-dire que quand on démarre, on se dit, nous, ce qui sera la clé de ce projet, ce qui va être vraiment la clé de voûte de la façon dont on conçoit notre histoire et l'histoire de Corail, c'est qu'on veut dire exactement d'où viennent les déchets qu'on va récolter et qui seront mis ensuite en valeur dans la basket. Donc c'est-à-dire on ne veut pas acheter des matériaux recyclés, on veut aller récupérer des déchets, donc avoir une action concrète de récupération et ensuite transformer ces déchets pour arriver à la basket. Et donc à partir de là, se poser la question de... On sait qu'il y a des déchets dans la mer, maintenant comment est-ce qu'on va les chercher? C'était pas quelque chose de si simple. Ouais. Donc on a un petit peu écumé les associations avec lesquelles on aurait pu travailler éventuellement, les opérations de récupération qui existaient. Donc trouver un partenaire, c'était exactement. La première idée, c'est voilà. on s'est dit, bon, on va trouver un partenaire. Nous, on n'a pas de connaissance de la mer, trouvons un partenaire qui nous aidera à faire ça. Allons voir à droite à gauche ce qui existe. On a rencontré des gens, vu pas mal d'initiatives. Et puis finalement, au fur et à mesure des rencontres, on s'est dit, bon, il y a des projets qui sont intéressants, mais qui ne rapporteraient pas les volumes nécessaires. Il y a des projets qui sont un petit peu plus flous. On va y aller nous-mêmes. Allons voir, essayons, qui ne tente rien à rien. On y va. On descend à Marseille. On est allé au comité des pêches, en l'occurrence, qui est en gros l'organisme qui chapeaute tout ce qui est activité de pêche, pêcheurs de la région. Et par le plus grand des hasards, à ce moment-là, en fait, il y avait des pêcheurs qui étaient là en même temps que nous, donc des pêcheurs d'un des ports de la région, de la côte marseillaise, qui avaient un problème, parce que c'était en gros l'été 2019, donc un été particulièrement chaud. Et en fait, leur zone de pêche, sachant que donc, les pêcheurs ont une zone de pêche très précise, on ne peut vraiment pas aller pêcher dans la zone de pêche du voisin, c'est hyper réglementé. Leur zone de pêche était... la température avait monté par rapport aux autres années de façon hyper drastique. La végétation qui poussait là ne poussait plus. Donc les insectes qui venaient ne venaient plus et les poissons qui mangeaient les insectes ne venaient plus. Donc gros creux d'activité. Et nous, il se trouve qu'à ce moment-là, on avait justement besoin de partenaires. On cherchait des gens pour nous aider dans cette collecte. Donc vous avez tapé aux portes. On a tapé aux portes. Et franchement, le courant est hyper bien passé. Surtout qu'on arrive, on se dit, bon, les deux Parisiens qui arrivent, qui descendent à Marseille, quelle sera la réception? En fait, la réception est excellente. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, enfin eux, ça les touche au fond beaucoup plus que nous.
Enfin, ils sont sur la mer en permanence, ils ramassent des quantités de déchets industriels dans leur Déjà filet. dans leur filet. Ils voient ce que ça donne, rien que sur le port, ça se voit. Enfin, de toute façon, ça crève les yeux, et pour eux encore plus que pour quiconque. Donc, ils ont été hyper réceptifs au projet. C'est aussi un complément d'activité pour eux. Enfin, nous, ça nous paraissait évident qu'il fallait les rémunérer. Il y a un impact social qu'on voulait avoir, c'est normal, il y a un travail derrière. Et donc, on a démarré comme ça avec eux. On était l'après-midi même, on les a vus le matin au comité des pêches. L'après-midi, on était sur le port et on s'est dit, bah, c'est parti, C'est bossons parti en ensemble. mer. Donc après, c'est quoi? Il faut un chalutier avec c'est un filet particulier, j'imagine? Ouais, exactement. En fait, on a fait l'acquisition d'un chalut qui a été créé par un ingénieur français à l'époque des catastrophes écologiques, notamment des marées noires, de l'Erika, etc. L'Erika. En 2001. Donc à l'origine, ça a été créé pour ça, pour ramasser tout ce qui est macro-déchets flottants, donc en l'occurrence le mazout. Et il s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure de ses expériences, que, évidemment, ça pouvait être utile pour d'autres déchets que le mazout, en l'occurrence les déchets notamment plastiques. Donc on a fait l'acquisition de ce chalut au tout début, avec vraiment nos premiers deniers. Et voilà, on a équipé nos pêcheurs de ce chalut-là, on a fait des premières expérimentations et on s'est rendu compte que ça fonctionnait particulièrement bien pour ramasser toute l'étendue de la pollution qu'il y avait, en l'occurrence, en mer. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et alors du coup, ça y est, le plastique, premier problème résolu. Le plastique, vous arrivez à le récupérer, vous en faites quoi derrière? Alors, Comment ça en gros, marche? une fois qu'on l'a récupéré, ce qu'on veut, nous, c'est fonctionner en circuit court. Enfin, ce qu'on s'est dit, c'est si on récupère des déchets en mer, qu'on essaie d'œuvrer pour la dépollution marine et qu'on va transformer ça à 20 000 km de là, il y a un truc qui colle pas dans le Donc vous projet. avez pris vos valises, vous êtes parti à Marseille, Voilà. vivre à Marseille. Alors, nous, on n'est pas encore parti vivre à Marseille, Ok. mais c'est un projet de vie qui est en cours, c'est pour bientôt. Mais en tout cas, pour la transformation, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est une fois que les déchets sont arrivés au port, il faut qu'ils puissent être transformés proche de là. Bien sûr. Donc ça a été un de nos gros investissements, en tout cas à notre échelle, vu qu'on a encore une petite boîte, c'est qu'on a investi pour avoir des machines donc de transformation du plastique directement sur le port. En fait, concrètement, ça veut dire qu'une fois que les déchets sont pêchés, les pêcheurs arrivent, ils ont le chalut qui est plein de déchets, donc c'est un gros filet rempli, quoi. Ils vident tout ça sur le port, donc à 10 mètres de là où le bateau a accosté, et on commence à faire un premier tri. Donc on va récupérer ce qui est utilisable et ce qui ne l'est pas. En gros, 80-90% des pêches sont utilisables aujourd'hui pour nous, vu les déchets qui flottent dans la région. Et on va, en fonction de l'usage qu'on va avoir des différents types de plastique, on va les trier. Donc en gros, par exemple, si c'est des bouteilles transparentes, on va pouvoir en faire du tissu, on va les mettre dans un bac à part. Si c'est des bouteilles colorées, des bouteilles opaques, si elles ont des bouchons, des étiquettes ou qu'elles sont un peu sales, elles vont partir dans les semelles. Donc ça, c'est la première répartition. Ensuite, Ok. la deuxième, c'est le broyage. Et ça, c'est un point qui est hyper important et sur lequel vraiment on voulait investir pour avoir le contrôle le plus total sur la chaîne possible, quoi. C'est qu'à l'origine du projet, on s'est dit ce qu'on veut pouvoir dire, c'est voilà d'où viennent les bouteilles, et on veut pouvoir rajouter voilà comment elles sont broyées, voilà comment la transformation se fait. Donc en gros, on a acheté des machines, c'est des broyeurs, enfin donc c'est des grosses machines incroyablement lourdes. On met les bouteilles à l'intérieur et simplement ça broie les bouteilles en petits morceaux. Donc il y en a une première qui les broie en morceaux relativement petits, la deuxième en encore plus petits. Et on a voulu réintégrer cette activité de broyage, cette activité de transformation à l'intérieur de notre port. Donc tout ça se fait dans un rayon de 40 mètres autour du débarquement du bateau. Et on arrive de la récolte de la bouteille qui flotte dans la mer jusqu'à des petites flakes de plastique. Tout se fait ici sur le port. Et à quel moment on arrive présentez-nous cette basket et à quel moment on arrive effectivement au niveau de cette basket? On a bien compris et vous l'avez bien expliqué l'origine du projet. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Alexis, en fait, ces bouteilles plastiques donc broyées, elles ont deux utilisations directes. Donc la première, c'est que vous la voyez là, elle est intégrée dans la semelle extérieure que vous voyez. C'est pour ça qu'il y a des petits points de couleur en fait. Exactement, Ouais. c'est les points de couleur. Donc en fait, ça a deux fonctions. Bon, il y a une fonction évidemment pragmatique parce que c'est là où on met tout ce qu'on récolte et tout ce qu'on broie. Mais on s'est rendu compte du coup, en les injectant, que ça avait un côté esthétique aussi assez intéressant, un peu terrazzo pour les amateurs. Donc ça, c'est la première utilisation. Ensuite, on a une deuxième utilisation, effectivement, qui est pour le tissu intérieur, les lacets et la base du matériau extérieur, qui est en fait, du coup, ces flakes qui sont, donc, une fois broyés, fondus en fil de polyester. Une fois qu'ils sont en fil, ils sont tissés. Donc ça, c'est fait en France. Et ensuite, du coup, ce tissu nous permet à la fois de le mettre donc, à l'intérieur de la basket et de faire la base du matériau extérieur. Le tout est assemblé dans un atelier familial au Portugal, qui travaille depuis des générations et des générations dans d'excellentes conditions. Et voilà, et donc ça nous donne cette basket corail que vous avez en main. Et alors cette basket, elle est commercialisée aujourd'hui, vous en êtes où?
elle est commercialisée. Nous, on s'est lancé il y a... En gros, on a commencé à travailler à 100% sur le projet depuis quasiment 3 ans, depuis janvier 2019. Donc, après notre préavis de démission, on s'y est mis. On bosse à 100% dessus. Et on s'est lancé via un Ulule. Donc via un financement participatif, ce qui est hyper intéressant pour des petites marques comme les nôtres qui forcément n'ont pas une énorme capacité financière pour démarrer, c'est que le Ulule permet d'avoir des campagnes de précommande. C'est-à-dire que les personnes qui sont intéressées par les baskets commandent leurs baskets et ensuite elle est produite. Ce qui nous permet d'assumer la production. Et en fait le Ulule, on était parti sur un objectif de 200 paires vendues. Et il y a eu un engouement auquel on ne s'attendait pas et qui nous a ravis. On a été vraiment très heureux de voir l'enthousiasme des gens. On a vendu un petit peu moins de 3000 paires sur le Ulule. Donc c'était la très très bonne nouvelle. On était vraiment ravis à ce moment-là. Et ce qui fait qu'au-delà évidemment du côté hyper intéressant de dépasser notre objectif, ça a eu 2 gros points positifs pour la suite du projet. C'est que déjà on a compris que ça montrait un petit peu l'appétence des gens justement pour des projets qui essaie de vraiment travailler sur la transparence au niveau de la provenance des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le recyclé est quand même très présent, mais où c'est un terme qui devient un petit peu fourre-tout et un petit peu plus compliqué à comprendre. Et forcément, et même pour nous, qui à l'époque on a démarré, n'étions pas des experts, c'est aussi intéressant de se dire, concrètement, quand on recycle quoi? Est-ce que c'est des tombées de chaîne dans une usine ou est-ce que c'est des trucs que les gens ont jetés dans la nature? Donc je pense qu'il y a eu une vraie appétence des gens sur le projet, on a eu des super retours dans ce sens. Et puis l'autre point intéressant, c'est que d'avoir cette avance, d'avoir ces paires vendues, c'est ce qui nous a permis de nous lancer réellement. Ça nous a permis de faire cette production pour tous ceux qui avaient commandé. On a une production déjà les commandes, c'est plus simple. C'est ça. Donc ça aide beaucoup. Et aujourd'hui, les 3000 baskets, elles sont produites, elles sont... Ah oui, ok. Ouais, là, on se parle en fait du coup du Ulule qu'on a fait en septembre 2019. 19, ok. Si je dis pas de bêtises, et ça a été livré en avril 2020. Donc voilà, c'est la première production, donc forcément ça a mis plus de temps que prévu. En parallèle, effectivement, comme les quantités étaient bien plus importantes que ce qu'on avait prévu, on a dû faire d'autant plus de récoltes aussi pour pouvoir justement servir cette production-là. Voilà, et maintenant on a des volumes de production qui sont beaucoup plus réguliers parce que voilà, on s'est quand même structuré depuis ce financement participatif. Voilà, merci à tous les deux. 10 minutes pour cette histoire flamboyante et on souhaite une longue vie à Corail. Bravo pour ce projet, bonne continuation et bonne croissance à tous les deux. Merci Paul et Alexis.